Dans l'obscurité précédant l'aube du 7 août 1942, à 2h14, le premier contingent de Marines des États-Unis commença sa progression à travers les vagues vers une étendue côtière à jamais gravée dans l'histoire militaire. C'était la plage Red, sur Guadalcanal, dans les îles Salomon. Ces combattants apportaient l'armement typique de leur époque, des M1 Garand, des Browning Automatic Rifle et des mitraillettes Thompson. Pourtant, caché au milieu de cet arsenal conventionnel, se trouvait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui allait laisser les forces japonaises totalement désemparées. Serré dans les mains de Marines spécialement sélectionnés, se trouvait le fusil de chasse Winchester Model 12. Conçu à l'origine comme une arme à pompe pour les chasseurs, cette arme avait été transformée en l'un des instruments de combat rapprochés les plus redoutables jamais déployés dans un conflit militaire moderne. La garnison japonaise défendant Guadalcanal s'était préparée en anticipant des engagements de fusils à distance moyenne. Leur entraînement se concentrait sans relâche sur les assauts à la baïonnette et le combat au corps à corps, convaincus que leur esprit martial serait supérieur dans une confrontation directe. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était à l'efficacité sauvage des scatterguns américains, des armes à feu capables de décharger des cartouches aussi rapidement que l'opérateur pouvait actionner le mécanisme à pompe. La conception simple du modèle 12, associée à la dispersion mortelle de ses chevrotines, allait systématiquement démanteler la philosophie de combat japonaise à travers la jungle, les systèmes de grottes et les engagements nocturnes du théâtre pacifique. Les statistiques brossaient un tableau éloquent. Chaque cartouche contenait 9 plombs de chevrotines doubles de calibre 33. Un marine maniant le modèle 12 pouvait décharger 6 cartouches en 3 secondes, libérant 54 projectiles individuels qui saturaient une zone ciblée avec une force fatale plus rapidement que n'importe quel fantassin japonais ne pouvait y parvenir avec son fusil Arisaka à verrou. Pour les quelques 2200 soldats japonais sur Guadalcanal, cela représentait un armement qu'ils n'avaient jamais anticipé, une arme si redoutable que l'Allemagne avait tenté d'obtenir son interdiction pendant la Première Guerre mondiale. Le gouvernement allemand avait déposé une objection diplomatique officielle en 1918, affirmant que les fusils de chasse américains violaient la Convention de La Haye parce qu'ils infligeaient des souffrances injustifiées. Leur plainte menaçait que tout prisonnier de guerre américain en possession d'une telle arme pourrait être passible d'exécution sommaire. Les États-Unis rejetèrent cette protestation catégoriquement, avertissant que si un seul Américain était tué pour avoir porté une telle arme, des représailles seraient immédiates. Aucun soldat américain ne fut exécuté et le fusil de chasse poursuivit son service. Lorsque la Seconde Guerre mondiale commença, le trench gun Winchester Model 12 avait été perfectionné pour l'application militaire. Il comportait un canon raccourci de 50 cm, un protège-main thermique, un point de montage pour baïonnette et surtout la capacité de tir par glissement. Cela signifiait qu'un marine pouvait maintenir la détente enfoncée tout en actionnant rapidement la pompe, créant un barrage de feu dévastateur presque ininterrompu. Pour les forces japonaises qui construisaient leur tactique autour des opérations nocturnes et des assauts à la baïonnette à courte portée, cette arme représentait un cauchemar absolu. La doctrine militaire japonaise insistait sur le fait que les soldats américains étaient déficients dans le combat au corps à corps et trop dépendants de la puissance de feu à distance. Leur stratégie mettait l'accent sur la pénétration nocturne, les attaques surprises et la conviction que la détermination spirituelle triompherait des adversaires occidentaux. Les conquêtes initiales en Chine, à Singapour et aux Philippines semblaient en valider cette vision du monde. Cependant, lorsqu'ils affrontèrent des Marines maniant des fusils de chasse sur Guadalcanal, ces hypothèses se brisèrent complètement. Le terrain d'essai critique arriva 14 jours après le débarquement. Lors de l'engagement sur la rivière Tenaru, le 21 août 1942, le colonel Kiyonao Ichiki commandait près d'1 millier de soldats japonais dans une offensive nocturne à travers un banc de sable avec l'intention de pénétrer le périmètre défensif des Marines. Cela représentait précisément le combat rapproché que la doctrine japonaise célébrait. Mais positionnés en embuscade se trouvaient des Marines équipés de mitrailleuses, d'artillerie et dissimulés dans l'obscurité des fusiliers armés de fusils de chasse. Alors que les forces japonaises avançaient, elles rencontrèrent un mur de feu dévastateur.
Les Marines déchaînèrent des volées de leurs Garand et BAR sur les masses en progression. Pourtant, dans les combats meurtriers à courte portée le long de la rivière, le Winchester Model 12 démontra véritablement sa valeur. À des distances de 20 mètres ou moins, une seule décharge de fusil de chasse pouvait transpercer plusieurs assaillants simultanément. Les Marines, utilisant la technique du tir par glissement, transformèrent leurs armes en machines de dévastation à tir rapide. Lorsque le jour arriva, le banc de sable était tapissé de cadavres. Sur les 916 soldats japonais qui avaient lancé l'assaut, environ 800 gisaient de morts. L'efficacité du fusil de chasse s'étendait au-delà de sa capacité létale pour inclure un impact psychologique profond. Dans l'obscurité impénétrable de la jungle, le bruit distinctif de l'action de la pompe, ce clac-clac métallique aigu, semait la peur chez les infiltrés japonais. Les Marines déployèrent l'arme dans des applications que les fusils ne pouvaient pas reproduire. Lors des patrouilles nocturnes, le fusil de chasse devint l'armement préféré pour l'homme de tête, fournissant une puissance de feu instantanée et écrasante aux premiers signes d'embuscade. Dans les dispositifs défensifs, lorsque des infiltrés japonais rampèrent silencieusement vers le périmètre avec des baïonnettes et des grenades, une seule rafale de chevrotines mettait fin à l'attaque immédiatement. Alors que le conflit s'étendait en 1943 et 1944, le fusil de chasse valida sa valeur à plusieurs reprises. Dans les jungles de Nouvelle-Géorgie, les Marines équipèrent leurs hommes de tête du modèle 12 pour contrer les attaques surprises. Une seule décharge pouvait disloquer toute une patrouille japonaise. L'arme excellait également dans les engagements en couloir de jungle, la chevrotine déchirant la végétation pour frapper des adversaires cachés. Pourtant, l'application la plus horrible émergea peut-être dans les combats, dans les grottes et les fortifications. Commençant à Tarawa en novembre 1943 et atteignant une intensité sauvage à Iwo Jima et Okinawa, les forces japonaises transformèrent des îles entières en complexes fortifiés de pierre, de corail et de béton armé. Les Marines étaient forcés d'entrer dans des grottes et d'engager l'ennemi dans des chambres d'un noir d'encre. Dans ces environnements, le fusil de chasse n'avait pas d'égal. Les Marines développèrent des tactiques consistant à tirer dans les ouvertures des grottes, permettant à la chevrotine de ricocher sur les parois intérieures, générant un maelstrom mortel dans des espaces confinés. Les survivants décrivaient l'effet acoustique comme horrifiant. Les plombs ricochaient en hurlant dans toutes les directions, créant la sensation que la mort approchait de tous les angles. La terreur psychologique contraignait fréquemment les soldats japonais à évacuer leur position. Sur ces pannes, en juillet 1944, lors de la plus grande charge Banzai japonaise de la guerre, des milliers de soldats se lancèrent sur les lignes défensives américaines. Alors que les mitrailleuses et l'artillerie infligèrent la majorité des pertes, les Marines armés de fusils de chasse se révélèrent décisifs, là où les forces ennemies pénétraient momentanément les défenses. Sur Iwo Jima, le fusil de chasse devint partie intégrante des tactiques au chalumeau et au tire-bouchon. Les lance-flammes fournissaient flammes et fumées, les charges explosives scellaient les tunnels et les fusils de chasse délivraient la force meurtrière finale à l'intérieur des fortifications. Les Marines développèrent même des techniques de tir en ricochet, faisant intentionnellement rebondir la chevrotine sur les parois des tunnels pour atteindre les ennemis derrière les angles. Malgré son efficacité remarquable, le modèle 12 ne reçut jamais une distribution généralisée. Seulement environ 61 000 unités furent fabriquées pendant la guerre, un nombre minuscule comparé aux millions de fusils produits. Ils étaient alloués aux unités ayant la plus forte probabilité d'en avoir besoin. Les compagnies de fusiliers Marines, les équipes d'assaut de l'armée, les groupes côtiers de la marine et les défenseurs de terrain d'aviation de l'armée de l'air. Les munitions restaient abondantes, incluant des charges standards de chevrotine, des balles slug pour la portée étendue et du petit plomb pour le débroussaillage. Pour les Marines qui les portaient, le modèle 12 devint une arme de prédilection. Beaucoup juraient allégeance à la capacité du fusil de chasse à dominer le combat à courte portée. Les vétérans se souvenaient de la confiance qu'ils procuraient lors des opérations nocturnes, sachant que si les forces japonaises réduisaient la distance, ils possédaient l'arme ultime qui les attendait. Les Japonais ne découvrirent jamais de contre-mesures efficaces. Ils expérimentèrent des protections corporelles improvisées à partir de planches de bois ou de bandes de bambou, mais
Un tel équipement se révéla encombrant et inutile. Leur seule défense était de tenter d'éviter complètement les rencontres à courte portée. Pourtant, leur doctrine entière dépendait de tactiques d'assaut rapprochées. L'histoire du modèle 12 s'étend au-delà des spécifications matérielles. Elle représente la philosophie américaine envers la guerre, pragmatique, flexible et prête à employer tout instrument qui donne des résultats. Là où d'autres forces militaires adhéraient rigidement à la tradition, les Marines embrassaient l'innovation. Ils n'attendaient pas la doctrine officielle du quartier général. Ils expérimentaient dans les zones de combat, identifiaient ce qui fonctionnait et diffusaient cette connaissance. Des techniques comme le tir en ricochet, les configurations de munitions mélangées et les formations d'assaut aux fusils de chasse n'étaient pas conçues dans des laboratoires. Elles étaient créées dans les jungles et les grottes du Pacifique par des Marines se battant pour survivre. À la fin du conflit, le fusil de chasse avait établi une réputation redoutable. Il n'a jamais servi de système d'arme principal, mais dans les conditions brutales du théâtre pacifique, il s'est révélé irremplaçable. Dans les combats nocturnes, les patrouilles de jungle, les assauts de bunkers et les défenses désespérées, le Winchester Model 12 fournissait aux Marines une arme qui démolissait les hypothèses tactiques japonaises. Même après la fin de la guerre, son héritage perdura. Le Model 12 servit en Corée, où il valida sa valeur dans le combat nocturne. Au Vietnam, des fusils de chasse furent distribués aux hommes de tête naviguant dans la jungle dense et pour la guerre des tunnels, faisant écho aux opérations de nettoyage des grottes de la Seconde Guerre mondiale. Son influence s'étendit au développement des fusils de chasse militaires modernes. Et sa philosophie, une puissance de feu écrasante à courte portée, reste évidente dans des systèmes d'armes comme le A-10 Warthog et le canonnière AC-130. Pour les soldats japonais qui y firent face, le modèle 12 représentait bien plus qu'une arme. Il incarnait une contradiction terrifiante de tout ce que leur entraînement leur avait enseigné. Ils s'attendaient à ce que les troupes occidentales faiblissent au combat rapproché. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent déchiquetés par des rafales de chevrotines dans les sous-bois sombres de la jungle ou dans les confins des grottes. Le fusil de chasse, simple dans sa conception mais dévastateur dans son application, démontra que les forces américaines pouvaient s'adapter plus rapidement, innover plus intelligemment et combattre avec une puissance de feu écrasante à toutes les distances d'engagement. De Guadalcanal à Okinawa, le bruit distinctif de cette pompe en action devint synonyme de la domination américaine dans le combat rapproché. Un bruit qui hanta les soldats japonais et brisa leur doctrine, une décharge tonitruante à la fois.